Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre de découvrir les outils SIAM, donc des outils pour accompagner vos stratégies alimentaires territoriales. Donc moi, je suis Maude Bouchet, je travaille à Isara Conseil et puis je vais, on va dire, animer, piloter un petit peu ce webinaire. Je vais assez peu parler finalement et juste assurer la transition entre nos différents intervenants. Je me permets d'attendre 30 petites secondes. Je vois qu'il y a encore une ou deux personnes qui se connectent. On vous souhaite en tout cas la bienvenue à tous à ce webinaire. Vous avez, alors j'en profite pour faire 2-3 petites précisions techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez certainement trouvé un onglet de chat sur le côté. Vous inquiétez pas, en tant que participant, vous n'avez pas forcément la possibilité de prendre la parole en tant que tel, mais vous avez la possibilité d'interagir, de poser des questions ou de réagir via le chat ou l'onglet des questions. Allez, ce que je vous propose, c'est juste 2 petits slides. Ça permettra éventuellement aux derniers retardataires de nous rejoindre, 2 petites slides d'accueil. Juste pour vous rappeler qui on est, qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il est co-organisé par Isara Conseil. Donc, en fait, l'Isara, c'est une école d'ingénieurs. On est avant tout une structure d'enseignement supérieur, mais on a différentes activités associées en synergie, notamment des activités de recherche, d'accompagnement à l'entrepreneuriat avec un incubateur de start-up et des activités de conseil et de formation professionnelle, donc qui nous permettent aussi d'intervenir auprès de l'ensemble des acteurs du monde professionnel, dont certains avec qui on a éventuellement déjà travaillé et qui sont dans le tour de table aujourd'hui et qu'on est ravis d'accueillir, et puis peut-être aussi de nouveaux partenaires qui nous rejoindront au fur et à mesure. Ce que je vous propose, comme on ne peut pas faire un tour de table matériel à l'occasion de ce webinaire, c'est de vous proposer un petit sondage qui nous permettra de voir finalement qui est présent aujourd'hui. Donc, si tout se passe bien, Caroline, je te laisserai me confirmer, ou éventuellement les participants. J'ai dû vous transmettre un sondage, soumettre le vote. Hop, voilà, qui vous permet les uns et les autres d'exprimer. Alors, Arnaud nous dit qu'il n'entend pas. Non, effectivement, c'est pas normal. Donc, je vous laisse aller dans l'onglet sondage qui est à côté de l'outil de chat sur lequel vous pouvez répondre au fur et à mesure, comme Caroline vient de vous préciser dans le chat. Arnaud n'entend pas. Peut-être dire à Arnaud qu'il peut se déconnecter, se reconnecter. On ne sait jamais. Et quand vous avez voté, vous avez la possibilité, du coup, une fois que vous avez voté dans l'outil de sondage, vous voyez l'ensemble des votes s'afficher. On a 29 votants, donc chacun prend le temps de s'inscrire. Ça nous permet juste de voir un petit peu qui est présent dans le tour de table. Donc, vous voyez qu'on a une grande diversité de participants aujourd'hui, à la fois des collectivités, à la fois des structures de développement agricole ou des organisations professionnelles, des associations de producteurs, donc plutôt des représentants de l'amont. On a également différents instituts de recherche, instituts techniques ou bureaux d'études, des organismes de formation, des entreprises de l'agroalimentaire, des startups. Donc, on est ravis de pouvoir accueillir un public aussi divers aujourd'hui. On vous remercie à nouveau de votre participation. Je vais me permettre d'enchaîner. J'espère que tout le monde aura à peu près pu répondre. J'ai 35 votants sur 48. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé l'outil de sondage, mais vous verrez, on le réutilisera à un autre moment. Donc, si jamais il y a des soucis, vous inquiétez pas, on aura l'opportunité de le réutiliser. S'il y a des soucis, des problèmes techniques, n'hésitez pas dans le chat également. Ça a l'air de fonctionner à peu près pour tout le monde. Donc, maintenant, je vous propose de commencer. Donc, ce webinaire, il va être structuré autour de, on va dire, 3 principaux temps forts et puis on clôturera avec un temps d'échange, de questionnement. Super, fonctionne bien.
Donc l'idée, c'est de démarrer par un petit focus sur qu'est-ce que c'est qu'un SIAM, un système alimentaire du milieu. Donc Carole Chazou, qui est avec nous, reprendra un petit peu les fondamentaux de cette typologie de système alimentaire. On a la chance d'accueillir Isabelle Descloseaux, qui nous rejoindra aussi dans un deuxième temps, qui est présente, qui nous fera part de son expérience sur la structuration finalement de ce type de système alimentaire. Et puis on clôturera, on finira par une présentation des différents outils qui peuvent nous permettre d'accompagner ces systèmes alimentaires. Eh bien, Carole, je vais te laisser la parole et m'effacer. Je vais fermer la caméra au cas où, si jamais il y a des petits soucis de connexion pour certains, même si ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, Carole, voilà, je te laisse la main pour cette première partie. Merci Maud. Donc bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir discuter encore une fois de ce qu'est un SIAM et d'expliciter cette notion qui est une notion un petit peu complexe et finalement un petit peu nouvelle aussi. Donc de voir comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de SIAM et surtout comment est-ce qu'on peut accompagner ces systèmes, quelle est la volonté d'accompagnement de ces systèmes pour aller vers plus de durabilité et de résilience sur les territoires. Alors, juste pour vous faire un petit rappel de comment est née la notion de SIAM. En fait, SIAM, au départ, c'était juste un projet de recherche. C'était le titre d'un projet de recherche, PSDR, qui avait comme objectif de s'intéresser à des systèmes alimentaires qui n'étaient ni courts ni longs, parce que c'était des systèmes alimentaires qu'on voyait émerger beaucoup à l'échelle de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'était des systèmes finalement qui n'étaient pas étudiés et qui n'étaient pas nommés, donc on ne savait pas vraiment comment appréhender. Ce programme de recherche, il a duré 5 ans. Et dans ces 5 ans, évidemment, on a eu le temps d'étudier une multitude de cas. Donc, on a étudié notamment un cas autour de la cuisine Toc-Essence dont Isabelle vous parlera, qui étaient des cas conduits par des opérateurs. Alors, ça pouvait être des opérateurs de la restauration collective, ça pouvait être des opérateurs de la transformation, ça pouvait être des agriculteurs, des groupements d'agriculteurs, des plateformes qui cherchaient justement à changer un peu leur modalité d'action sur les territoires pour aller vers notamment des échanges commerciaux plus éthiques et plus durables. Donc, au niveau de la recherche, c'était évidemment quelque chose de très intéressant, parce que ça faisait appel à toute la recherche sur l'hybridation des systèmes alimentaires, tous ces courants-là, et tous ces courants justement qui appellent à dépasser les dichotomies qu'on peut trouver entre circuits longs et circuits courts, et à montrer la diversité des systèmes alimentaires sur les territoires et aussi leur complémentarité. Au niveau de l'accompagnement, ça faisait appel à plusieurs questions aussi qui étaient vraiment importantes pour les gens qui travaillaient avec nous dans ce projet de recherche, notamment les chambres d'agriculture et donc les structures qui accompagnaient les entreprises agroalimentaires de la région qui étaient avec nous, autour de cette question de finalement comment est-ce que dans ces systèmes on crée de la confiance. C'est-à-dire est-ce que quand je travaille par exemple avec Sodexo ou avec Isabelle Descloseaux, moi agriculteur, je peux avoir confiance sur une relation réellement partenariale, d'interconnaissance qui va permettre de m'apporter quelque chose, d'apporter quelque chose aux collectivités, d'apporter quelque chose au territoire. Et petit à petit, en fait, on a vu se construire ces systèmes où ce qui était le plus important, c'était établir de nouvelles règles de coordination, se parler, se connaître, échanger et construire quelque chose de nouveau. Et donc, grâce à ça, on a pu essayer de répondre en fait aux questions des acteurs, des filières et des territoires en apportant des outils qu'on va vous présenter tout à l'heure et aussi en définissant un peu mieux ce qu'était la notion de SIAM. Et pour faire ça, la première chose qu'on a faite, en fait, ça a été de faire une petite vidéo qui permet de présenter la notion. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui la lance ou si c'est vous, si c'est Caroline. Je vais la lancer, Caroline. Tu vas la lancer, ok. Petite minute. Hop. Tac. Et voilà. Ma viande, d'où vient-elle? D'un circuit court ou d'un circuit long? Ni de l'un ni de l'autre. D'un circuit court ou d'un circuit long? Ni de l'un ni de l'autre. Cette viande est issue d'un SIAM, un système alimentaire du milieu.
Mais c'est quoi être au milieu? D'abord, la prise de décision est organisée au sein du système. Ce n'est pas la loi du plus fort, c'est un équilibre entre les partenaires. Ils partagent des valeurs communes et se réunissent régulièrement pour trouver les façons de les mettre en action. Dans les SIAM, il est donné à chaque opérateur une capacité d'influence sur la prise de décision. La prise de décision doit être efficace, orientée vers la création de valeur économique. Mais ne doit pas aboutir à l'enrichissement de certains au détriment des autres. Ce mode de gouvernance doit amener à plus de performance dans le système et doit permettre la viabilité et la durabilité de tous les opérateurs du système, en particulier les producteurs en amont. Finalement, qu'est-ce qu'on gagne à développer les SIAM? On y gagne beaucoup. Par exemple, maintenir et développer une agriculture sur un territoire, accéder à des marchés demandeurs de volumes importants, reconnecter des acteurs qui ne travaillaient plus ensemble directement, maîtriser l'ensemble du système pour favoriser son adaptation et sa pérennité. Évidemment, le SIAM doit profiter au développement territorial. Le système doit être le garant d'un développement respectant la triple performance, économique, sociale, environnementale. Et dans le cas où une collectivité territoriale est directement impliquée dans le collectif, c'est souvent elle qui s'assure que ces performances sont atteintes et que chaque partenaire y trouve son compte. Pour atteindre ces finalités, les SIAM doivent être accompagnés. L'accompagnement peut se faire sur deux niveaux. Sur les éléments clés qui vont créer les performances du système SIAM, le quoi, et sur le processus, la manière de fonctionner du SIAM, le comment. Les SIAM sont donc vecteurs d'innovation. Portés par des opérateurs et acteurs de différentes natures, l'innovation majeure réside dans la manière dont tous ces acteurs fonctionnent et interagissent entre eux. Et que faire pour favoriser ces systèmes? C'est tout l'enjeu de l'accompagnement. Donc voilà, suite à cette petite vidéo, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut voir et qui sont vraiment significatifs de ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette notion de SIAM. C'est-à-dire la question de créer des collectifs hétérogènes entre acteurs qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Alors, à l'échelle d'un territoire, ça peut être des collectifs entre des agriculteurs, des transformateurs, des grossistes. Ça peut être avec des opérateurs de la restauration collective qui interagissent à différents niveaux. C'est des projets, comme on l'a dit, ces collectifs, ils se construisent autour de projets. Ces projets, en général, sont innovants et ils visent quelque chose qu'on a appelé la pérennisation d'un partenariat stratégique. Et ce partenariat stratégique, c'est reconnaître les autres opérateurs dans le système, dans le projet, comme finalement des gens qui sont égales à ce que sont chacun égaux les uns aux autres et qui ont le même pouvoir d'influence dans la conduction du projet et dans la conduite du projet et surtout dans la façon dont vont s'organiser les relations au sein de cette chaîne. Donc, par exemple, là, on vous a représenté une chaîne qui peut être une chaîne significative d'un SIAM sur le côté. Et c'est l'idée de se dire, finalement, chacun est acteur de la construction de la valeur et chacun va participer à cette construction de la valeur et aussi à sa répartition. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment quelque chose de très important. La deuxième chose importante, c'était la question des volumes, parce que un des objectifs des SIAM, c'est quand même de pouvoir mobiliser plus de volume que dans les circuits courts. Finalement, de pouvoir favoriser une plus grande accessibilité à l'échelle d'un territoire à une alimentation de qualité à la plupart des habitants de ce territoire. Donc, pour cela, évidemment, sur le territoire, on va voir se développer plusieurs chaînes. Quand on parle d'un groupement de producteurs, on va avoir des chaînes, par exemple, qui vont aller vers de la restauration collective, des chaînes de valeur qui vont aller vers la GMS, des chaînes de valeur qui vont aller vers, ça peut être des artisans, des bouchers, etc. Donc, cette idée aussi que pour chacun des acteurs de la chaîne, il va y avoir un apprentissage nécessaire.
Et donc, du coup, cet apprentissage, il va demander évidemment à être accompagné. Parce qu'au départ, on l'a vu quand on a étudié ces chaînes de valeur, elles sont très incertaines. Ce n'est pas du tout évident de pouvoir, comme ça, les imaginer et les faire fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement, quels sont les outils qu'on a imaginés pour aider ces chaînes de valeur, pour construire ces SIAM. Et donc là, on est passé un peu sur l'autre côté du projet, c'est-à-dire le projet où on s'est dit, OK, maintenant on a une idée à peu près de cette diversité des SIAM. On sait que les SIAM, ce sont des systèmes innovants, hybrides, sur lesquels on a beaucoup d'incertitudes, mais sur lesquels on veut travailler. Donc pour cela, on a créé des outils en fait sur plusieurs points qui sont des points sur lesquels on peut avoir une difficulté. Donc, le premier, c'est effectivement créer ce système d'acteurs, créer ce collectif hybride qui est dans le collectif, comment on le monte, comment on le crée. Le second, c'est construire ce partenariat stratégique, c'est-à-dire que reconnecter les acteurs, c'est très bien, c'est essentiel, mais il faut les reconnecter autour d'une idée qui est au-delà de la simple reconnexion, c'est-à-dire une idée un peu plus éthique, un peu plus durable. Donc, on reconnecte pour créer de la valeur, on reconnecte pour mieux la partager, on reconnecte pour aller vers des transitions agroécologiques. Ensuite, donc, pour créer de la valeur, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les outils mis en place? Et après, quelle gouvernance on met en place pour partager cette valeur? Donc, tout ça, c'est des outils qu'on a un peu détaillés. Et notamment, un outil sur un cahier des charges qu'on a appelé complet, parce que contrairement à d'autres, par exemple, démarches, comme les indications géographiques, on va dans ce cahier des charges qualifier non pas seulement le produit, on va aussi qualifier le lien entre les différents opérateurs. Et tout ça nous conduit à développer des outils autour de la résilience, de la durabilité et de la performance. Voilà. Je vais laisser la parole à Isabelle autour de ça. Merci beaucoup, Carole. Isabelle nous a rejoint. Je sais que la connexion est un peu difficile, mais normalement, ça a l'air de fonctionner. Isabelle, je vois que vous êtes de nouveau parmi nous. Tout fonctionne, super. Eh bien, c'est à vous. Ça semble fonctionner. Par acquis de conscience, je vais quand même couper la caméra, si vous me permettez, pour être sûr qu'on met toutes les chances de notre côté de s'entendre. Pas de souci. Alors, effectivement, vous m'avez demandé de témoigner de notre expérience SIAM. Donc, pour un petit peu resituer les choses, Carole a souhaité que je représente mes missions sur une prochaine slide. Donc, je travaille pour Sodexo Éducation. J'ai rejoint le groupe Sodexo il y a bientôt 11 ans. Et je me suis successivement occupée des approvisionnements de proximité pour me consacrer depuis 2014 à ce qu'on appelle, nous aussi, le projet alimentaire territorial. Donc, j'ai 3 missions distinctes. La première, c'est d'identifier l'écosystème local et d'identifier les parties prenantes à l'œuvre sur le territoire. Donc, c'est les projets et les porteurs de projets. L'idée, elle est de bien comprendre ce qui s'opère sur les territoires en termes de problématiques alimentaires et connexes à l'alimentation et à la production, pour produire des solutions de services qui soient le plus cohérentes avec les enjeux du territoire. Évidemment, c'est d'anticiper des axes de collaboration avec ces porteurs de projets sur les territoires. Ces porteurs de projets, ça peut être des producteurs, des coopératives, ça peut être des structures porteuses de PAT, porteuses de projets alimentaires, porteuses de solutions d'éducation, de pédagogie pour et avec les territoires. Voilà, l'idée, c'est ensuite de travailler ensemble avec les commerciaux pour pouvoir intégrer ces solutions dans nos solutions commerciales, auprès des collectivités et auprès de nos clients. Et bien évidemment, vous l'avez compris, une fois qu'on a identifié cet écosystème, qu'on a compris dans quelle mesure nos sociétés de restauration collective on pouvait s'intégrer et être catalyseurs des projets du territoire, c'est de concrétiser ces synergies, de travailler avec les commerciaux à mettre en place des scénarios qui soient cohérents, qui soient maîtrisés, à la fois sur le plan technique et sur le plan économique, pour mieux accompagner les territoires et s'intégrer de la façon la plus naturelle, constructive et pérenne sur ce qui peut se passer dans ce qui peut se passer sur les territoires. Sur la prochaine slide, j'ai illustré, donc nous on a intégré le projet SIAM à la demande de l'ISARA sur le volet restauration collective. On a mis sous le microscope des chercheurs une cuisine centrale, qui est la cuisine centrale Toc Essence,
situé à Meyzieux, en banlieue lyonnaise. Et puis, on a voulu notamment mettre un petit peu la lumière sur la façon dont les approvisionnements locaux étaient opérés et s'il y avait des nœuds qui pouvaient exister sur la cuisine centrale au niveau de certains processus. Les nœuds, donc, ce sont des processus ou des morceaux de processus dans lesquels on a identifié qu'il pouvait y avoir un problème de transmission d'informations, un problème de mise à disposition d'informations. En l'occurrence, on voulait voir si les systèmes alimentaires, à la connaissance des modes d'organisation et des modes d'approvisionnement qui étaient organisés sur la cuisine, étaient performants et s'il n'y avait pas des endroits où ça pêchait un tout petit peu. Pour cela, en fait, on a travaillé avec l'école Sigma à Clermont-Ferrand. Des étudiants sont venus observer, interviewer les équipes de la cuisine. Donc, chaque personne de l'équipe a interviewé, quel que soit son métier, sur la cuisine, donc des cuisiniers, des chefs de production, la direction de la cuisine centrale, mais aussi des opérateurs en réception, des chauffeurs. Et puis, on a identifié ce que l'on présageait un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup de personnes en fait, qui avaient le niveau d'information suffisant pour être partagé. Au niveau de la cuisine, il y avait un approvisionneur qui, lui, était en connaissance de l'ensemble des éléments concernant les approvisionnements locaux, les fournisseurs, les rythmes de vie du produit, le rythme de commande, qui connaissait les producteurs, parce que la plupart viennent livrer en direct. Et au final, à part lui, il manquait beaucoup de monde. Il manquait les opérateurs qui interviennent au quotidien, il manquait le chef de production qui n'avait pas forcément connaissance de tous ces éléments. Bref, Sigma nous a fait prendre conscience qu'effectivement, il fallait qu'on investigue davantage la question de la formation, de l'information des équipes pour que ce savoir-faire d'approvisionnement locaux, il devienne, j'allais dire, partagé par l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Depuis, on verra par la suite, on a travaillé sur des outils spécifiques sur cette cuisine. Et puis, le deuxième élément, au-delà d'études qui a été menée avec les étudiants de Sigma pour identifier ces nœuds, le deuxième élément, ça a été le jeu SIAM, lors duquel, en fait, on a invité plusieurs de nos partenaires, fournisseurs, plusieurs personnes des équipes de la cuisine centrale. Le jeu a eu lieu sur l'Isara, en présence de la Chambre d'agriculture et des autres partenaires du projet. Et sur ce jeu, en fait, on s'est penché sur une problématique d'un territoire. On a défini, on va dire, quel était l'angle d'approche que l'on avait donné au territoire. Chacun, en fait, a pu positionner sa vision des choses, de la stratégie alimentaire qu'il souhaitait avoir sur le territoire. Et chacun a pu contribuer en fonction de ses besoins individuels, qu'il soit distributeur, qu'il soit producteur, qu'il soit société de restauration collective, chef de production, approvisionneur, diététicienne. C'est extrêmement important que ce savoir en termes d'approvisionnement locaux soit partagé par l'ensemble de nos équipes, dont les équipes de diététique. Et puis, en fonction de ses besoins individuels, on est arrivé ensemble, avec la connaissance du territoire, à construire une stratégie de territoire collective dont l'objectif était le déploiement de ces approvisionnements locaux de façon pérenne. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend. Ouais, le son est un peu lointain, mais on vous entend. D'accord. Voilà. Et puis, en point de vigilance, donc au-delà de ces deux actions spécifiques menées dans le cadre du projet SIAM, donc l'étude avec Sigma et puis le jeu multipartite, multi-acteurs qu'on a mis en place sur l'Isara, on a retenu que les SIAM étaient des systèmes complexes, on l'a évoqué sur la vidéo, qui sont multi-acteurs, où chacun a besoin de s'exprimer sur ses attentes, où chacun doit prendre le temps, la temporalité en fait, de la mise en place de ces systèmes d'approvisionnement intermédiaires. Elle est, j'allais dire, un passage obligé, quelque chose qui est nécessaire pour que chacun puisse s'exprimer sur ses besoins, sur ses attentes, et j'allais dire sur ce qu'il est. Quand on travaille avec des collectifs de producteurs, il faut prendre le temps d'identifier qui est chaque producteur, quelles sont les ambitions pour son exploitation, quelles sont les ambitions pour le collectif, de façon à ce qu'on ne se trompe pas de direction quand on déploie ces systèmes. Donc l'interconnaissance entre acteurs, la coopération, à proprement parler, la connaissance des acteurs avant l'échange entre acteurs, il est un passage impératif également. Ce que l'on a, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait après les SIAM ?
Donc nous, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, à la fois au sein de la cuisine, mais au sein de nos organisations, puisqu'on a partagé sur notre collaboration, notre contribution au projet, également en interne. En interne, on a pris conscience qu'il y avait une nature de lien de coopération qui était spécifique avec les fournisseurs locaux, qui était une nature de lien plus en prise à la responsabilité, à la co-responsabilité de ce qu'on mettait en place. Voilà, on ne s'adresse pas de la même façon à une structure en direct qu'à un distributeur. On a des natures de liens développées avec les distributeurs qui doivent être approfondies en fonction des ambitions souhaitées par le producteur pour lesquels les produits sont distribués. Donc, cette nature de lien, elle est un élément spécifique à investiguer dans les organisations et c'est ce que l'on fait depuis 2017. On est en réflexion également en interne pour former les équipes, former l'ensemble des équipes des cuisines centrales à devenir acteurs de son territoire. On ne s'intègre pas de façon, on va dire, anodine dans la collaboration avec les producteurs locaux, dans l'approvisionnement local. Il y a des façons de travailler, il y a des façons de coopérer, il y a des façons de partager et surtout, il y a des façons de dialoguer qu'il est impératif de mettre en place pour ne pas, j'allais dire, rater un élément de connaissance du producteur, de la structure et potentiellement un élément d'innovation. Partager les connaissances et les expériences, donc ça aussi, c'est des choses qu'on est en train de déployer en interne avec des fiches d'expérience, on va dire des fiches d'identité de nos cuisines centrales. Et chaque fiche d'identité, par cuisine centrale, puisque nos cuisines centrales sont vraiment, vraiment différentes et de plus en plus différentes les unes des autres par les formes de coopération qu'elles mettent en place. Et on a identifié la nécessité que ces cuisines communiquent sur le territoire national davantage. Donc ça, c'est un élément qu'on est en train d'investiguer également au niveau du segment éducation. On a également un projet pour concrétiser ce qu'on avait mis en place et ce qu'on avait mis en exergue avec Sigma, de concrétiser un jeu SIAM sur lequel en fait on ferait jouer toutes les équipes des cuisines centrales lyonnaises. Donc on a deux grosses cuisines sur la région lyonnaise par exemple, et ça pourrait être l'occasion, dès que la situation sanitaire évidemment que l'on connaît le permettra, de rapprocher les équipes autour de quelque chose qui à la fois nous tient à cœur en termes de politique d'achat, mais qui est un enjeu prégnant sur les territoires sur lequel ils ont tous un rôle à jouer. On fait également, et je vois que Federica Lucier est présente dans l'auditoire, je suis en train de faire un répertoire, j'ai déjà partagé avec toi sur le sujet, je suis en train de faire un répertoire des PAT sur le territoire national, de façon à porter ces éléments à connaissance à la fois de nos équipes opérationnelles et de nos équipes commerciales. Voilà, c'est très important que chacun d'entre eux puisse avoir connaissance de ce qui se passe sur son territoire, puisse identifier les parties prenantes, identifier les thématiques des PAT, qui sont des éléments sur lesquels nous, Sodexo, on souhaite avoir un rôle. Et puis un point qui va m'occuper au moins les 2 ou 3 prochaines années, on est en voie d'être intégré ou de s'intégrer dans des projets dérivés des SIAM, donc un projet qui va avoir lieu au niveau, qui est porté par la Chambre régionale d'agriculture de la région Rhône-Alpes, et puis 2 autres projets sur des territoires qui ne sont plus des projets PSDR comme l'était le projet SIAM, mais des projets nouvellement intitulés TETRAE. Voilà, parce qu'on est persuadé que ce type de projet nous aide à nous renouveler, nous aide à identifier des terrains, des territoires d'innovation qu'il est extrêmement important de porter à connaissance des équipes pour qu'elles arrivent à se mettre en projet, à toujours être en projet avec nos clients. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat. Ce que je vous propose, peut-être, voilà, exactement, merci Caroline, c'est qu'on les note, on les met de côté, on poursuit la présentation, notamment l'intervention de Mathieu qui va faire aussi écho, notamment sur la partie jeu SIAM, au témoignage qu'Isabelle vient de nous apporter, et puis on prend les questions sur le temps d'échange d'ici un quart d'heure à peu près,
si ça convient à tout le monde. Cela dit, n'hésitez pas à continuer à les poser soit dans le chat, soit dans l'onglet de questions, peu importe. Et comme ça, on les aura et on les traitera au fur et à mesure à la fin sur ce temps d'échange. Merci encore Isabelle. Ce que je vous ai mis là, juste un petit rappel, n'hésitez pas, vous aurez à la fin du diaporama en lien plusieurs sites ressources sur lesquels vous avez des outils à disposition, notamment une fiche de présentation de cette expérience de Sodexo à travers l'atelier TalkEssence, et puis d'autres expériences, d'autres SIAM qui ont été étudiées au cours du projet. Donc vous avez aussi des partages d'expériences à travers ces outils qui sont tout à fait possibles. Et puis, on l'a vu là, donc Carole l'a exprimé tout à l'heure, Isabelle le dit aussi d'une certaine manière, construire, faire vivre, faire SIAM finalement, c'est une démarche qui nécessite bien souvent c'est une démarche complexe qui nécessite d'être accompagnée. Donc, ce qu'on vous propose là sur les 10 prochaines minutes, c'est de vous donner un petit aperçu des outils qui ont été construits, élaborés pour accompagner et structurer ces démarches. Et donc, Mathieu, je vais te laisser la parole pour la suite. Merci Maude. Donc effectivement, on va faire un petit focus sur les différents outils qui ont été produits dans le cadre du projet SIAM que Carole a présenté au début du webinaire. Alors la vocation de ma prise de parole n'est pas de rentrer dans les détails de tous ces outils parce que chacun mériterait vraiment un gros approfondissement, mais on va profiter des quelques minutes que nous avons ensemble pour en balayer certains qui nous paraissent les plus représentatifs de ce qui pourrait être mis en place sur les territoires. Alors, donc, un des premiers outils que nous avons produit dans le cadre du projet, c'est ce qu'on a appelé le chemin d'impact. Alors, c'est un outil qui est issu de la bibliographie autour de l'économie du développement. Donc, c'est un outil déjà appliqué par le CIRAD, notamment dans dans des terrains de développement au sud, dans les pays du sud. Il nous a semblé que cet outil-là pouvait très bien s'adapter à l'objet SIAM que nous étudions. Et donc, dans le cadre du SIAM, on pouvait aussi réfléchir en termes de chemin d'impact pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure dans la petite vidéo. La question qui se pose, c'est le quoi, quel est l'impact qu'on veut avoir quand on fait un projet de développement territorial ou d'un système alimentaire. Et l'autre question, c'est une fois qu'on a bien identifié ensemble le quoi, comment on aboutit à cet objectif. Donc, l'impact, si vous voulez, c'est le quoi, c'est la destination finale. Et ce chemin d'impact, c'est le comment. Et à travers ce qui est affiché à l'écran, que vous pouvez lire en même temps que je vous l'ai décrit, on a différentes étapes indispensables qui doivent être discutées de façon collaborative au sein de l'équipe du projet qui mène ce SIAM. Il y a déjà des actions qui existent, qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. Donc, en termes de temporalité, le bloc jaune, c'est finalement, par exemple, la présence dans un tour de table de certaines structures ou de certaines personnes indispensables pour la réussite du projet. Première action, construire un partenariat, une règle de travail ensemble, ou réfléchir ensemble aussi à la mise sur le marché d'un produit particulier qui se différencie par rapport à d'autres produits existants. Et donc, on a, une fois qu'on a défini ces premières actions, des objets qu'on a appelés objets frontières, qui sont des outils de coordination qu'il faut mettre en place. Alors, par exemple, la mise en place d'un cahier des charges ou définir une marque pour soutenir la mise en marché d'un produit. Ces outils de coordination sont importants dans le cadre de ces projets des SIAM qui sont par essence collaboratifs et qui mettent en perspective différents points de vue intermédiaires. Donc, ces outils de coordination, ils sont essentiels pour pouvoir soutenir le travail coopératif et favoriser le succès de ces SIAM.
Et donc, à la suite de ces actions, on aboutit à des résultats, de la connaissance commune, des nouvelles règles de partage, une nouvelle confiance qui s'instaure entre les partenaires du projet et lié à ces résultats, des changements, des nouvelles pratiques commerciales plus coopératives et moins compétitives parfois entre des opérateurs qui historiquement travaillaient ensemble auparavant, des nouvelles règles de partage de la valeur économique qu'on a pu générer grâce au projet. Et l'objectif derrière tout ça, c'est des effets à long terme, qui soient en termes de création, de maintien de valeur ajoutée sur un territoire ou un impact environnemental qui était visé par le SIAM, voire tous ces impacts en même temps dans la majorité des cas. Alors, ici, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est un exemple de chemin d'impact qu'on a défini et qui peut être saisi par des SIAM déjà en construction, déjà bien avancés, ou par plutôt des collectifs qui ont un embryon d'idée et qui voudraient le développer. Enfin, peu importe le niveau d'avancement dans le projet, ce chemin d'impact finalement peut être mobilisé. Donc là, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, d'où l'éclatement des différentes catégories, actions, résultats, changements et impact. Ensuite, un projet qui naît ou un projet en cours va sélectionner parmi ces différentes catégories celle qui correspond le mieux à sa propre situation. Alors, à côté de ce chemin d'impact qui essaie d'englober et d'être le plus exhaustif possible les différents enjeux qui sont soumis au collectif engagé dans un SIAM, on a créé cette infographie qui focalise particulièrement sur un point cardinal finalement à tous ces projets, c'est la création et le partage de la valeur économique entre les participants. Et donc, alors ce qui est intéressant dans cette infographie, que je ne vais pas forcément détailler pour chacun des éléments, mais en tout cas, vous pouvez voir au milieu 4 étapes sous la forme d'un cycle. L'objectif, l'impact attendu, le plus souvent et communément à tous les SIAM, c'est de construire de la valeur économique. Et donc, pour construire cette valeur économique, on identifie 4 étapes itératives et cycliques qui reviennent. Donc, d'abord, définir pourquoi les parties prenantes se réunissent. Ensuite, identifier les points d'amélioration de la chaîne de valeur actuelle, faire un diagnostic. Dans un troisième temps, définir des règles pour transformer la situation actuelle de statu quo en une amélioration, en une situation avec un impact positif pour tous. Et quatrième étape, impliquer le consommateur, penser le partenariat, la gouvernance et si on a bien avancé, recommencer et éventuellement repréciser certaines étapes précédentes. Alors, j'insiste un peu sur ce côté cyclique et il y a un petit carré jaune en bas, je ne sais pas s'il est lisible sur la diapo à l'écran pour vous, mais dans la majorité des cas et des SIAM qu'on a pu suivre et étudier et accompagner, on a vu que tout ça prend du temps et que c'est pas quelque chose qui est immédiat. Les 4 étapes qui sont séparées dans cette infographie sont pas forcément séquentielles et successives, elles sont menées de front ensemble. Et ce qui est important à retenir, c'est que elles sont menées de front et le plus souvent, on commence petit pour grandir tous ensemble. Il y a un effet d'entraînement des partenaires du SIAM. Et donc, souvent, on a une phase de test de quelques semaines, on essaye, on voit comment ça marche. Est-ce que les consommateurs nous reconnaissent? Oui, non. Et donc, par le jeu d'essais et d'erreurs, on reprécise certaines particularités du projet, on résout ensemble les problèmes. Et donc, en termes d'amélioration collective, ces itérations sont vraiment importantes. Et parmi cette infographie, je vais retenir peut-être le deuxième point qui est finalement le diagnostic. C'est souvent la question qu'on nous pose quand on vient vers nous, c'est comment poser efficacement le diagnostic de la situation actuelle avant de penser à une transformation. Alors pour cela, on a dans un des systèmes que nous accompagnons, avancer un peu plus loin dans ce diagnostic avec ce qu'on appelait la cartographie logistique. Et donc, cette cartographie logistique, c'est le petit schéma que Carole a déjà montré à l'écran tout à l'heure. C'est une schématisation des liens et des flux qui
qui lie les différentes parties dans le projet, dans le SIAM considéré. Et donc cette cartographie, finalement, elle prend une photo à un instant T, l'instant actuel, et à partir de cette photo, on essaie de voir les transformations qui sont possibles. Alors déjà, la première question qu'on se pose, c'est pour faire ce diagnostic, quelles sont les données qu'on doit récolter et comment on va pouvoir les évaluer? Donc récolter des données, ça veut dire jouer le jeu tous ensemble, de la transparence, de certaines informations qui sont parfois des informations jusqu'alors plutôt commerciales et souvent concurrentielles. Donc identifier les données à partager, c'est déjà une première étape qui n'est pas forcément évidente à dépasser. Et une fois qu'on a bien mis à plat toutes ces informations, on s'interroge dans cette volonté de créer, de partager de la valeur économique, où sont les coûts qu'on pourrait diminuer, quels sont ceux qui sont portés individuellement, quels sont ceux qui pourraient être mutualisés ou comment on pourrait être aidé par un apport extérieur. Et puis aussi, donc ça c'est les coûts actuels, et dans la transformation en SIAM ou dans une volonté d'aller plus loin tous ensemble, il y a des coûts qui sont des coûts générés à différentes étapes de la démarche, des coûts de gouvernance, des coûts de partage d'informations. Tout ça, ça se fait pas tout seul et il faut aussi identifier des coûts futurs. Et donc, on aboutit à cette cartographie, donc basée sur un des cas qui est le cas éleveur de saveurs iséroises que nous avions suivi dans le cadre du projet SIAM. Et donc là, vous voyez de gauche à droite les différentes étapes de production de viande, puisque il était question de viande bovine dans ce SIAM. Donc de la production jusqu'à la distribution, les différentes interventions avec des flèches noires qui représentent le flux de matière, les flèches rouges qui représentent les flux d'informations entre les différents opérateurs qui assez souvent communiquent d'un maillon à l'autre de façon successive, mais n'ont pas forcément une vision d'ensemble de ce que font les maillons plus loin dans la chaîne. Par exemple, quand on est éleveur, on n'a pas forcément bonne connaissance des métiers du transport ou de la distribution et inversement. Donc au sein d'un SIAM avec une gouvernance assurée, vous voyez en haut par un interlocuteur unique, une association dans ce cas-là, on arrive à bien communiquer des informations et à mieux gérer envers les flux financiers, finalement, qui peuvent permettre, par des règles de partage admis collectivement, une plus juste répartition de la valeur économique entre les parties prenantes impliquées. Donc cet exemple-là, ce schéma, il est complet et ça prend effectivement un peu de temps de faire émerger toutes ces informations. Donc on a aussi proposé un outil de collaboration qui permet de faire émerger ces informations. Il y a ici une possibilité, c'est le jeu SIAM. Alors ce jeu SIAM, c'est un jeu collaboratif qu'on a testé à 2 reprises avec la cuisine Tokessence, comme le disait Isabelle Descloseaux tout à l'heure, mais aussi avec un cas dans le département de la Loire, le cas steak haché 100% charolais du Rouennais. Et donc c'est celui qui est représenté d'ailleurs à l'image ici. Ce sont des extraits du jeu qui a été construit avec les étudiants d'Isara. Et donc ce jeu se compose de 3 étapes. Une première étape de diagnostic, une deuxième de scénario, d'imagination de ce qui peut se passer par la suite. Et une troisième étape, c'est la définition d'actions, d'engagement éventuel, mutuel entre les différents participants. Donc, on s'appuie sur un fond de carte qui représente le territoire géographique. Les fiches, elles sont représentées en haut à droite avec des descriptions un peu objectives du territoire. La fiche, celles qui sont en jaune, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est l'agriculture. On présente des fiches qui présentent l'agriculture sur le territoire. Et puis en bleu, des fiches qui sont plutôt spécifiques au projet en soi, au SIAM, qui est, dans le cas du 100% charolais du Rouennais, était déjà démarrer, mais on peut imaginer que ce sont des fiches qui présentent des embryons de projet. Donc, je passe assez vite là-dessus, on pourra éventuellement revenir dessus si vous avez des questions. Et donc, ce jeu, il a
une durée de préparation assez importante pour constituer les fiches qui nourrissent le diagnostic. Et finalement, il dure une journée. On réunit ensemble toute une journée les parties prenantes autour de la carte que vous voyez représentée à l'écran, avec des feutres, des post-it, et puis chacun en fait construit sa représentation du territoire, les scénarios qu'il voudrait dans l'idéal voir émerger, et puis des propositions d'action à travers les fiches d'action qui sont représentées en bas à droite. Donc voilà, juste quelques photos pour vous montrer l'assistance. On peut faire ce jeu à plusieurs tables en parallèle, et ensuite on met en commun les travaux de chacun des groupes. Et puis vous voyez en haut à droite ce que les feutres opèrent sur la carte, c'est beaucoup de flèches, beaucoup de schémas, et beaucoup de discussions aussi pour appuyer la construction de ces représentations visuelles. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation et l'exercice difficile de présenter succinctement des outils qui sont à la fois, on va dire, variés et complexes. Alors, juste en petit complément, ce qu'on vous invite éventuellement à faire pour aller plus loin. On a différents outils en ligne, donc les outils qui ont été produits dans le cadre du programme de recherche notamment sont disponibles, accessibles, donc vous aurez en lien, donc là sur la présentation, le site à la fois le blog de l'ISERA sur lequel vous retrouvez les outils, éventuellement le site du programme PSDR sur lequel vous en retrouverez également. On est en cours de construction d'une formation d'une journée pour pouvoir amener aux acteurs des territoires un peu plus de matière que ce qu'on peut faire sur un format court de webinaire. Donc là aussi, en fait, le programme de formation en cours d'élaboration, la formation aura probablement lieu à l'automne. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à retourner, j'ai mis une petite bulle là avec les petites questions, c'est à retourner dans l'outil de sondage et à ne pas hésiter à nous faire part de votre volonté ou non d'être informé sur les dates et programmes éventuellement de cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter, vous avez le temps, le sondage reste ouvert. Donc vous pouvez le compléter au fur et à mesure. Et puis si besoin, vous avez également nos coordonnées, les miennes, celles de Caroline, pour ne pas hésiter à nous contacter, échanger éventuellement sur vos projets, voilà, les questions qui vous viendraient, etc. Donc ça, c'était mes petits compléments à la présentation de nos différents intervenants. Ce que je vous propose là, c'est qu'on prenne les différentes questions qui ont pu être posées et puis on en prendra d'autres aussi au fur et à mesure. Compte tenu des impératifs horaires, notamment d'Isabelle, je vous propose qu'on reprenne en premier lieu les questions qui étaient vraiment spécifiques au témoignage d'Isabelle Descloseaux. Donc j'en avais noté 2, sauf erreur de ma part. Isabelle, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Il y avait une question qui portait… Super, parfait. Sur la première question, c'était de se dire, lorsque les besoins et les attentes des opérateurs sont contraires, comment vous avez pu résoudre éventuellement ce problème ? Et puis, je formule aussi la deuxième question, et peut-être que d'autres apparaîtront en parallèle dans le chat, mais la deuxième question était sur qui ou sur quoi vous vous êtes appuyé pour votre démarche de sourcing, notamment pour répertorier tous les acteurs et les opérateurs du territoire. Donc, voilà, il y a 2 items, la compatibilité des besoins, des attentes, et puis plutôt un item sur le sourcing des matières premières finalement et des produits du territoire. Alors, sur la question de la compatibilité des besoins et des attentes, ça peut paraître un petit peu surfait, mais la notion de dialogue et de prendre le temps de se connaître les uns les autres pour bien comprendre les besoins, elle permet, on va dire, d'éluder quand même une grande partie des divergences. Voilà, il faut échanger avec les producteurs, échanger aussi avec les distributeurs. Hein. C'est vrai que longtemps, les distributeurs ont un petit peu été écartés des réflexions. Pour autant, ils ont un savoir-faire. Ils ont aussi progressé les uns et les autres sur le référencement de produits locaux. Mais voilà, le dialogue est vraiment une clé majeure. Après, on peut arriver à des endroits, à avoir des trajectoires qui seront irrémédiablement différentes. Donc, il faut que nous aussi, dans nos organisations, on soit, on va dire, capable de réfléchir à la solution, effectivement, plan B. Si on identifie qu'on a des actes de collaboration qui sont, on va dire, difficiles ou plus difficiles à identifier, il ne faut pas hésiter à se poser des questions et faire évoluer
nos organisations et nos modèles en conséquence. Donc d'abord le dialogue, l'interconnaissance. On prend beaucoup de temps pour partager avec les producteurs, partager avec les équipes sur le sens de ce que l'on fait, sur la raison pour laquelle tel produit local est effectivement plus cher, comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Tout ça, c'est extrêmement en fait important à partager et à décortiquer de façon à ce que chacun soit en pleine connaissance de l'exercice de son modèle d'approvisionnement quand il s'agit d'approvisionnement locaux en l'occurrence. La deuxième question, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour faire l'inventaire? Écoutez, moi je suis régulièrement en lien avec des DRAF qui non seulement ont pleine connaissance des PAT, ont connaissance aussi d'autres acteurs et porteurs de projets avec lesquels on partage. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a quand même, c'est ce que je sens derrière votre question, il y a quand même une complexité. C'est vrai que depuis 10 ans, on a vu l'émergence à la fois d'acteurs, de porteurs de projets divers et variés sur les territoires, avec chacun des domaines d'expertise, qu'elle soit celle de rassembler les consommateurs autour des produits locaux, autour de la volonté de mettre en avant des produits locaux sur le territoire, qu'elle soit des acteurs techniques qui vont accompagner aussi les producteurs à émerger sur des solutions de commercialisation différentes. Voilà, donc les DRAF, les chambres d'agriculture, et puis on va dire du temps encore une fois, et on fait encore toujours en écho à la question de la temporalité, prendre le temps d'aller rencontrer les acteurs, tous les acteurs qui gravitent autour de la restauration collective, autour de la production, des structures de promotion, des collectifs de producteurs. Je vois le centre départemental d'agroécologie avec qui on a également été en lien, parce qu'il y a des collectifs de producteurs sur les territoires qui sont très proactifs et très mobilisés autour des transitions alimentaires que l'on peut tous opérer chacun à notre niveau. Donc voilà, c'est le temps de... Moi, c'est mon travail au quotidien, d'aller rencontrer ces acteurs, d'identifier les projets, les porteurs de projets et toutes les thématiques sur lesquelles on pourra se connecter au travers de la restauration scolaire. Je complète la question qui avait été formulée par Baptiste, je crois, et qui réagit en direct. Est-ce que les interprofessions font aussi partie du tour de table finalement ou des contacts avec lesquels vous avez été amené à travailler? Oui, au niveau de notre service achat, mais aussi en fait au niveau des PAT, parce que les interprofessions sont de plus en plus mobilisées, puis au travers d'échanges comme ceux que l'on peut avoir aujourd'hui et ceux que l'ISARA ou la Chambre d'agriculture peuvent régulièrement mobiliser. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On a travaillé aussi avec l'ADIV, sur des thématiques de viande et des questions qu'on peut se poser les uns les autres sur l'émergence des nouvelles protéines, etc. Oui. Mais Mathieu le disait, on est sur des nouvelles gouvernances, des formes de coopération qui n'existaient pas, des frilosités aussi des uns et des autres à vouloir partager autour de ces thématiques. Mais pour autant, en fait, c'est ce terrain-là, en fait, qui fera naître nos idées et nos innovations de demain. Alors, j'en profite, il y avait une autre question qui portait un petit peu sur cette dimension de restauration collective, alors à laquelle vous pourrez peut-être, à la fois Isabelle ou Carole et Mathieu, apporter des éléments de réponse. Une question sur finalement comment transmettre aux agriculteurs locaux l'intérêt de s'attaquer ou en tout cas de contribuer au marché de la restauration collective. Quel levier finalement pour aussi susciter leur intérêt sur ce marché-là? Alors je vais apporter en toute humilité une partie de réponse. On est sur un marché qui, on va dire globalement sur le territoire national, toute solution de restauration confondue est important. Pour autant, on n'est pas sur le marché prépondérant. Enfin, voilà, on est des volumes importants. Par contre, sur le marché national, à l'échelle de l'agriculture nationale, la restauration collective reste quand même une faible partie des volumes qui s'échangent entre régions ou en dehors du territoire. Donc, on n'est pas sur des volumes qui sont énormissimes. Je vais vous citer un exemple. On est prestataire de restauration d'un département en Île-de-France. On réalise 48
repas par jour, et pour autant, la surface de lentilles franciliennes nécessaire en production, c'est 6 hectares. 6 hectares à l'échelle de l'agriculture, on va dire à l'échelle moyenne de la surface agricole utile sur le territoire français et à l'échelle de la SAU francilienne, c'est pas grand-chose. Donc, il est souvent difficile en fait de mobiliser les agriculteurs. Alors, pour autant, localement, on représente des potentiels de débouchés importants. Mais un producteur de yaourt, il ne peut pas se contenter d'avoir une cuisine centrale en client. Il doit avoir plusieurs cuisines, il doit avoir plusieurs modèles de production. La cuisine centrale va consommer des yaourts à fréquence spécifique, mais on ne consomme pas des yaourts tous les jours. Voilà, donc de fait, localement, on est une solution, mais pas une solution prépondérante. Et puis, la façon dont on parvient, et je vous dis ça parce que pas plus tard que ce matin, j'étais en réunion avec une coopérative de production de légumineuses. On parvient de plus en plus en fait à s'entendre avec la production, parce que la production est en quête de comprendre en fait ce qui se passe en termes de transition alimentaire. Nous, Société de restauration collective, on a une partie des réponses côté convives, côté parents. Donc, on sait ce qui est attendu par les consommateurs, par les parents, par les enfants. On peut en fait partager avec ces structures-là pour qu'elles trouvent davantage de sens à la production. En l'occurrence, ce matin, la coopérative en question nous disait que les agriculteurs, ils ont du mal à se projeter sur ce qui se passe en termes de consommation, et ils ont besoin en fait qu'on les éclaire régulièrement sur la façon dont on utilise leurs produits, sur la façon dont on a besoin de les cuisiner, notamment sur des produits tels que les légumineuses, les nouvelles céréales, entre guillemets. Ils savent pas forcément, ils trouvent pas forcément le sens premier à produire quand ils comprennent pas ce qui se passe derrière, comment est-ce qu'on utilise leurs produits, comment est-ce qu'on communique sur leurs produits. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille avec les producteurs pour capter effectivement leur production et leur intérêt. Il faut qu'on travaille sur la façon dont on peut ensemble trouver du sens, territoire après territoire, partager, trouver du sens autour de leurs produits pour leur donner envie de s'orienter vers ce marché-là qui, encore une fois, ne représente pas les volumes les plus importants dans les transactions agricoles. Merci beaucoup Isabelle pour cette réponse effectivement qui amène des perspectives intéressantes et nouvelles dans la façon d'aborder les relations aussi amont-aval. Donc, je vais me permettre d'enchaîner sur une petite série de questions qui étaient plus en lien. J'ai essayé de les regrouper un petit peu, j'espère. Si jamais j'en oublie une ou deux, n'hésitez pas à me le redire sur le chat, mais je vais essayer de ne pas en oublier. Il y avait des questions qui tournaient plus autour de la définition et du périmètre des SIAM. Donc là, qui vont peut-être plus se tourner vers Carole et Mathieu. Quoique Isabelle ayant été vraiment aussi partie prenante du projet, elle peut avoir un regard ou un complément d'infos intéressant. Une question notamment sur le choix de la terminologie. Pourquoi les avoir appelés SIAM ? Pourquoi avoir choisi cette dénomination de système alimentaire et non de filière alimentaire ? Donc on va toucher un petit peu du doigt les frontières entre les notions de système et de filière. Et puis, alors je regroupe, Carole, je reposerai les questions au fur et à mesure s'il faut, mais il y avait une question aussi autour de la notion de SIAM et l'articulation entre SIAM finalement et filière de commerce équitable. La différence entre ces notions-là, ainsi que la différence entre une organisation ou un fonctionnement SIAM et puis un fonctionnement, par exemple, de type coopératif, de type SIC, qui peut aussi intégrer finalement des parties prenantes différentes. Donc, quelle articulation entre ces différentes terminologies ? Je mets un peu de côté la partie PAT parce qu'il y a aussi un volet plus sur les PAT, mais on peut l'aborder dans un second temps. Très bien, je vais commencer, puis Mathieu, s'il veut compléter, il complétera. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de système et pas de filière ? Alors déjà, la première chose, c'est un peu, la réponse, elle est un peu sur le schéma là, que j'ai remis à l'écran. C'est que, en fait, par exemple, si on parle de l'agriculteur, là, on était sur un cas spécifique qui était le cas des éleveurs de Savarie iséroise. Donc, pour le coup, il n'y avait qu'une seule production. Donc, en ce sens, on peut se dire, OK, une seule production, c'est une filière, puisqu'une filière, pour dire, en général, on parle de filière quand il y a une seule production. Dans les SIAM, on peut avoir plusieurs productions différentes, par exemple.
Donc ça a été une raison. Et puis l'autre raison, on le voit bien, pour un groupement de producteurs, on va développer plusieurs circuits. Donc en fait, à chaque fois, dans chacun de ces circuits, les producteurs vont renégocier. Ils vont renégocier le prix, ils vont rediscuter de la qualité du produit. Donc, il va y avoir des négociations, par exemple, avec des bouchers, il va y avoir des négociations avec la GMS, il va y avoir des négociations avec les cuisines et la restauration scolaire. Mais en même temps, ces circuits-là, qui sont des mini-filières quelque part. Ils doivent s'organiser et ils doivent faire système pour que le producteur puisse au final récupérer de la valeur. Par exemple, il y a eu des cas où sur certaines GMS, au départ, l'important c'était de faire entrer le produit dans la GMS et pas forcément que les règles soient établies au niveau de la valeur ou encore bien stabilisées. Donc, les producteurs ont pu accepter à certains moments d'avoir sur certains de ces circuits une valeur qui était moins importante parce que, par exemple, là, dans le cas des cuisines mutualisées de l'Isère, mais ça a été aussi le cas, par exemple, dans la crise avec le Covid, dont Isabelle peut parler après, hein, dans les notions de solidarité qu'on peut avoir entre le producteur et le distributeur au bout de la chaîne, il y a quelque chose qui relève de la solidarité. Et donc, à un moment donné, des opérateurs qui vont être capables d'apporter un peu plus de valeur, de créer un peu plus cette valeur et de mieux la partager. Ce qui va faire système, au final, ce qui va permettre la rémunération des agriculteurs, c'est ce système et ces articulations. Ça, c'est la première chose. Alors, en quoi est-ce que SIAM est différent du commerce équitable? Alors, c'est évident que les notions de SIAM, elles s'appuient sur les notions de commerce équitable, sauf que dans le chemin d'impact que montrait tout à l'heure Mathieu, en tout cas sur la question du partage et de la construction de la valeur économique, dans le chemin d'impact que montrait tout à l'heure Mathieu, on voit bien que pour obtenir un SIAM, vas-y encore un. On a quelque part là dans les violets, on a une boucle vertueuse, hein, c'est-à-dire qu'un SIAM, ça part très, très clairement de la volonté des acteurs d'aller construire quelque chose de nouveau. Cette volonté, elle est soutenue par des pouvoirs publics, elle nécessite un projet, la définition d'un projet commun, la construction d'un partenariat amont-aval dont on a déjà discuté, des mises en marché de gros volumes, des stratégies de différenciation. Donc là-dessus, on est encore évidemment ça ressemble à des stratégies un petit peu de commerce équitable. Tout ça va se construire avec des objets frontières. Donc à un moment donné, on va faire des contrats, on va faire de la planification stratégique, on va aller jusqu'au cahier des charges. On va construire un cahier des charges qui peut être totalement différent d'un projet à un autre, hein. Tous les projets n'ont pas les mêmes cahiers des charges, on l'a vu. Certains projets, par exemple, ont déterminé des cahiers des charges sur une marque, qui était la marque des éleveurs de Savoie iséroise ou la marque steak haché 100% du Rouennais. Et ensuite, ces cahiers des charges se sont associés, par exemple, à des marques de territoire, comme la marque Isère, par exemple, qui a chapeauté d'autres cahiers des charges. Tout ça va amener finalement des résultats, hein, des gouvernances, des règles de fixation des prix, du changement de pratique. Et c'est là où c'est quand même intéressant parce que dans les SIAM, on va vers des changements de pratique qui s'opèrent à tous les niveaux finalement de la production. Par exemple, Isabelle l'a un peu évoqué, dans la restauration collective, on va avoir des changements de pratique autour de l'achat. L'achat ne va pas passer par les mêmes systèmes. On va avoir un système d'achat qui se construit un peu en parallèle. Et puis, pour les agriculteurs, ça va être repenser la qualité. Donc, très clairement, à un moment donné, la qualité, elle va être réévaluée, retravaillée. On va aller vers plus de pratiques agroécologiques. On va aller vers des changements de pratiques assez importants pour créer cette valeur aussi et discuter de cette valeur avec les distributeurs. Donc, cette relation, elle est vraiment co-construite et c'est cette co-construction qui fait le SIAM. Et quand tout ça marche, on arrive à cette boucle virtueuse-là qui permet une rémunération des producteurs, une rationalisation des flux et des coûts, du consentement à payer du consommateur, parce que le consommateur, on peut l'impliquer dès le départ des SIAM. Alors ça, c'est des choses qu'on a moins vues en France, mais il faut savoir que la notion de SIAM, elle est issue de travaux qui montrent des exemples, hein, notamment aux États-Unis, où on implique le consommateur très vite, en fait, dans la démarche, comme un acteur du système. Et puis des pratiques agroécologiques. Donc voilà, évidemment, il y a des concordances, il y a des choses qui se ressemblent, mais la construction de cette
gouvernance, de ces règles de fonctionnement entre acteurs hétérogènes, entre acteurs qui sont issus du monde alternatif, acteurs qui sont issus d'un monde plus conventionnel, qui se rencontrent, qui discutent à l'échelle d'un territoire et le rôle du territoire à un moment donné qui vient soutenir toute cette construction parce qu'il va apporter des financements. On l'a vu dans différents territoires, mais c'est vrai que sur le cas de l'Isère, on l'a vu très fortement en finançant par exemple des outils structurants comme l'abattoir qui a été financé, comme une légumerie, comme une plateforme de producteurs. En amenant ces outils structurants, va aussi créer un écosystème qui va favoriser le développement de toutes ces gouvernances et de tous ces systèmes. Est-ce que C'est qui le patron peut être considéré comme un SIAM? Oui, bien sûr, d'une certaine façon. La deuxième chose qui est, j'anticipe un peu une question qu'on peut avoir sur la différence entre SIAM et systèmes alimentaires territoriaux, c'est que le SIAM ne se définit pas au départ par sa localisation. C'est-à-dire que pour un territoire, on peut à un moment donné, pour un besoin d'approvisionnement, se dire, bon, ce qui compte plus, c'est la proximité cognitive entre les opérateurs, c'est les valeurs sociales qu'on a construites entre les opérateurs que seulement la proximité géographique. Donc, on a besoin de sortir un peu du territoire pour aller chercher avec d'autres opérateurs la construction de cette filière, parce que sur le territoire, cette production n'est pas présente encore aujourd'hui. Ce qui compte, c'est d'aller chercher cette production en construisant ces règles de solidarité et cette alliance stratégique entre les opérateurs. Voilà. Je reviens sur une notion d'association de parties prenantes. Il y avait une question autour de finalement la différence entre un SIAM et une SIC ou un format qui permette d'associer finalement, de structurer et d'associer dans une même structure différentes typologies d'acteurs. Oui, mais un SIAM, c'est un système, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette notion de système avec cette complémentarité d'acteurs entre les différents maillons du système et ces règles de co-construction. Par exemple, une SIC peut être membre d'un SIAM, mais la gouvernance qu'on va établir entre les acteurs du système, elle permet d'avoir peut-être plus d'opérateurs, je ne sais pas. Alors, je me permets… Mathieu, tu veux répondre à ça? Tu veux ajouter quelque chose? Non, pour compléter, effectivement, il n'y a pas d'incompatibilité en fait entre toutes ces structures. Et par rapport à la question qui a été posée sur c'est qui le patron, est-ce que c'est un SIAM ou pas, on n'a pas vocation en fait à labelliser et à enfermer. C'est plutôt l'essence du projet, ça a été de ne pas s'interdire d'étudier ces objets hybrides qui ressemblaient pas tout à fait à du commerce équitable, un peu, mais pas tout, parce que dans la définition légale que Vivien nous envoie, il nous envoie le lien pour la retrouver, il y a tel ou tel aspect qui cadre pas avec commerce équitable, mais quand même c'est intéressant d'étudier ces démarches. Donc finalement SIAM, il était là, ce concept-là, il est un peu là pour requalifier des démarches qui sont un peu à côté de ce qui est considéré comme un SAT avec une définition très stricte, un commerce équitable avec des définitions très strictes. Donc c'est vrai que du coup, nous reposer cette question-là dans l'autre sens, c'est nous mettre un petit peu mal à l'aise. Donc, c'était simplement pour rapporter ça. Et juste pour compléter ce que dit Mathieu, c'est vrai que nous, on a du coup travaillé sur ceux qui faisaient SIAM avec les acteurs du projet et notamment les acteurs des chambres, c'est-à-dire comment accompagner ces systèmes hybrides vers cette durabilité, cette résilience du système. Et qu'est-ce qui fait SIAM? C'est finalement comment on construit autour de ces systèmes qui se développent, de ces projets qui sont un peu innovants, qui vont chercher dans différentes constructions, dans différents modèles qui existent déjà, comme le commerce équitable, comme les indications géographiques, comme les SAT, qui vont chercher des inspirations. Comment est-ce qu'on peut les accompagner et comment est-ce qu'on peut les aider à aller vers plus de résilience et plus de durabilité? Merci à tous les deux pour ces éclairages. Je reprends un autre bloc de questions, un petit bloc, mais un sujet important.
il y a une question autour de l'articulation. Alors, on a répondu à SIAM, filière, systèmes alimentaires territoriaux. Il y a la question des PAT. Donc, on a un outil à travers les PAT et il y a deux questions notamment qui portent un petit peu sur cette articulation entre SIAM et projets alimentaires territoriaux. Voilà, c'est quelle différence, quelle complémentarité finalement entre ces deux items. Et éventuellement, comment on peut arriver à faire converger plusieurs SIAM au sein, dans le cadre finalement d'un PAT. Alors, tu veux commencer, Mathieu, ou je commence? C'est des questions assez complexes, mais bon, allez, pour essayer de résumer, ce qui différencie les SIAM et les PAT, ils sont quand même plutôt portés par un parc naturel régional, une collectivité, enfin par des structures, on va dire institutionnelles, alors qu'on a aussi observé, nous, des SIAM dont le porteur n'était pas forcément cet acteur-là, on va dire neutre. Ça peut être comme dans le cas de Tokessence, Sodexo, qui est pas forcément éligible pour le label PAT tel qu'il est défini par le ministère de l'Agriculture. Donc là aussi, ça ne veut pas dire que c'est complètement éloigné, hein, complètement différent, mais avec SIAM, on essaie d'englober d'autres choses, d'autres objets qui ne cadrent pas avec des définitions un peu trop strictes. Oui, et du coup, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il m'a dit que ma connexion n'était pas très bonne, mais du coup, ce qui n'empêche pas malgré tout de faire une relation entre les projets alimentaires territoriaux et les SIAM, puisque dans les projets alimentaires territoriaux, on a souvent la volonté d'aller vers quelque chose qui est la constitution de ces systèmes. Qui sont des systèmes dans lesquels plus de volume transite. Hein. Souvent, dans les PAT, on a la volonté d'augmenter, par exemple, l'autonomie alimentaire des territoires, donc d'aller vers des systèmes qui permettent un approvisionnement du territoire plus important, dans lesquels il y a plus de volume, dans lesquels il y a plus d'agriculteurs mobilisés, notamment des agriculteurs des circuits longs, qu'on va aller chercher pour réorienter les flux vers le territoire. Et donc, là, on peut avoir vraiment une concordance pour utiliser les systèmes, les systèmes alimentaires du milieu, puisque les outils créés, les outils qui font SIAM peuvent permettre aussi, à l'échelle d'un territoire, de structurer ces systèmes alimentaires. Alors, il y a je poursuis, je ne sais pas si je les ai rassemblés tout à fait dans le bon ordre, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il y a un bloc de questions autour des exemples de SIAM. Donc, on a répondu un petit peu finalement à travers sur la question c'est qui le patron? Est-ce que ça peut être un exemple de SIAM? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez connaissance de SIAM dans la Drôme, puisqu'il y avait une question, ou dans d'autres territoires? Et peut-être que si j'élargis un petit peu, c'est finalement, est-ce qu'on a à disposition une base de données, une banque de SIAM? Alors, on n'a pas une banque de données de SIAM, on a les 11-12 systèmes qu'on a étudiés un peu plus que les autres et qui sont accessibles là par les fiches qu'on vous a présenté tout à l'heure et qui sont accessibles sur les liens que tu as donnés, Maud. Aujourd'hui, on est aussi en train de travailler avec une étudiante en doctorat sur la suite de ce projet de recherche, et dans le cadre de son doctorat, elle a pas mal étudié au niveau de la Drôme l'entreprise, ça y est, je vais avoir un trou, Terradelis, qui est une entreprise de glace qui a structuré un approvisionnement local sur pas mal de produits justement pour ces glaces. Et justement, on voit bien à travers cette entreprise l'intérêt, la question de la localisation, puisque Terradelis va commercialiser à Paris, va commercialiser à Lyon, va commercialiser dans la Drôme, va avoir une partie de son approvisionnement qui est locale, une autre partie qui est nationale, une autre partie qui est internationale. Donc, on voit, l'idée, c'est vraiment d'étudier comment tout ça s'organise et comment l'entreprise, à un moment donné, elle va pouvoir porter une démarche
sur le territoire, qui est aussi une démarche de développement local, de maintien d'agriculteurs, de maintien de qualité, etc. Ah, c'est en Ardèche. Pardon, Antoine, je suis désolée. Oh là là, je ne suis pas très douée en géographie, pardon. Excusez-moi. Bah, du coup, sur la Drôme, non, je ne crois pas qu'on ait étudié de cas. Mais ce qui n'empêche pas l'intérêt du cas. Il est très probable qu'il y en ait. Hein. Enfin, juste, on n'a pas investigué le terrain et je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives. En Bourgogne-Franche-Comté. Alors là, je ne vais pas reprendre le risque. Mathieu, tu as une idée? Non, on a eu des sollicitations, mais on n'a pas étudié encore assez. Malheureusement, on a fait un état des lieux assez complet il y a 3-4 ans, qu'on n'a pas réactualisé et qu'on a en plus circonscrit aux quelques départements autour de Lyon, un peu en Auvergne, mais Bourgogne-Franche-Comté, on s'est pas éloigné aussi là. Oui, et puis il faut savoir que le projet portait au départ effectivement plutôt sur 3 territoires. Donc on avait l'Isère, le Rhône et Savoie-Mont-Blanc. Et ensuite on a un peu élargi à la Loire. Voilà. Alors, je vais juste reprendre avant. Je vois qu'il y a une question de Marie-Thérèse Charrère, mais juste avant, il y avait une question. Je remonte un tout petit peu dans l'historique sur les outils SIAM et notamment sur le jeu. Donc, est-il adapté pour faire émerger de nouvelles filières qui ne seraient pas des filières existantes aujourd'hui? Donc, on a eu l'exemple autour de la filière autour du bœuf qui a déjà été réalisée. Sodexo nous en a parlé également. Mais voilà, est-ce que pour faire émerger des filières inexistantes ou peu présentes aujourd'hui sur les territoires, est-ce que le jeu peut être un outil pour travailler sur ces questions-là? Alors, je prends la question. Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est l'intérêt de cet outil-là qui, pour l'instant, a été éprouvé sur 2 cas de 2 situations qui étaient déjà entamées, lancées. Alors, effectivement, pour constituer le diagnostic, on s'appuyait sur des choses déjà initiées. Dans le cadre d'un projet qui est encore à son un stade embryonnaire, j'ai vu la question où il était question de filières légumineuses, par exemple. Dans la partie diagnostic, là, les fiches, il y en a une qui, en bleu, là, qui traite du projet en tant que tel. Ça risque d'être un peu difficile de produire ce genre de fiches de façon un peu complète. En revanche, rien n'interdit d'utiliser ce jeu-là sur la base d'informations concernant le territoire, concernant l'agriculture, concernant l'industrie agroalimentaire, concernant les liens déjà existants, et d'imaginer des scénarios et des actions en utilisant cet outil-là. Donc c'est pas incompatible, juste on l'a pas encore testé, donc c'est difficile de dire que ça sera couronné de succès. A priori, je pense que ça peut tout à fait être un outil intéressant du fait de son côté un peu ludique. C'est un jeu, alors jeu sérieux, mais jeu quand même. Et chacun finalement vient sans avoir à jouer de rôle particulier. C'est pas un jeu de rôle où on vous dit vous avez tel et tel scénario et telle caractéristique à maintenir. Non, vous venez, enfin les participants viennent avec leur connaissance du territoire et leurs propres intérêts aussi, et puis leur volonté de s'inscrire dans un projet collectif. Donc ça peut tout à fait fonctionner. Oui, on l'a pas testé effectivement de partout, mais enfin sur tous les cas qu'on avait étudiés, mais le jeu SIAM a l'intérêt de pouvoir se positionner à différents moments de la construction en fait du SIAM, c'est-à-dire certes, au début, c'est peut-être un peu plus compliqué, au milieu, sur certains points où ça peut faire des nœuds, parce que c'est un jeu qui permet de la coopération, en fait. Et donc, l'objectif, c'est bien de faire en sorte de créer de l'interconnaissance, de créer de la discussion, de créer de la coopération, de créer de l'échange, et de voir aussi où se situent les contraintes des uns et des autres à des moments donnés. Du coup, on a 2 questions, réactions autour du jeu. La première d'Antoine, c'est est-ce qu'on prévoit des sessions tests? Alors là, pour le coup, je peux répondre a priori non, pas programmé pour l'instant. Néanmoins, on est sollicité à plusieurs reprises et je pense qu'on a
probablement aussi des études ou des travaux d'étudiants, on va dire à l'automne, qui se joueront sur ces questions-là. Donc voilà, on peut éventuellement rediscuter à ce moment-là. La seconde question, et là pour le coup, moi je n'y répondrai pas, ou en tout cas je vais plutôt laisser la main à Mathieu et Carole. Quelles sont les limites du jeu SIAM finalement? Alors la principale, c'est le recueil d'informations pour constituer les fiches qui soutiennent la discussion autour du diagnostic. Donc c'est le temps de recueil de ces informations. Alors on a prévu un jeu, un kit vierge en fait, avec des rubriques qu'il faut remplir. Donc c'est le temps d'aller chercher les infos et de rédiger de façon un peu propre chacune des fiches pour pouvoir alimenter les différentes rubriques. Donc ça, c'est un peu une limite. Il faut prévoir le temps de faire ce travail-là. Alors nous, on l'a fait avec nos étudiants d'Isara sur un temps très rapproché, sur une semaine de travail, hein, une quinzaine, vingtaine d'étudiants à fond pendant 3 jours pour ensuite préparer le jeu qui s'est tenu en 1 jour. Donc ça peut être une opération commando avec un groupe d'étudiants. Sinon, on peut l'imaginer avec un petit peu d'équivalent temps plein, soit d'un stagiaire ou de quelqu'un dans une structure qui se retrousse les manches et qui va à la pêche à ces informations. Donc la limite, elle est là. C'est avant de mettre en place ce jeu, il faut préparer la phase de diagnostic et aller chercher des informations les plus objectives possibles. Et c'est important de le faire pour pas que cette phase de diagnostic se transforme en discussion de comptoir où chacun vient avec parfois ces antériorités conflictuelles. On met autour de la table des participants qui parfois se connaissent déjà et ont un passif. Donc avoir des fiches de diagnostic qui présentent de façon neutre un territoire ou un système ou des secteurs économiques, ça permet de désamorcer les conflits et de baser la discussion sur des choses plus objectives. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Je remonte un tout petit peu dans le fil des questions. Je reviens sur une question qui a été posée, donc qui sort un petit peu du jeu, mais peut-être qu'on y reviendra. Une question qui a été posée par Marie-Thérèse sur les relations entre les SIAM et la recherche académique, notamment la recherche éventuellement en agronomie ou en santé. Bon, alors les SIAM, c'est à la fois, c'est 2 choses. C'est à la fois une notion qu'on est en train de définir, alors notamment plutôt en sciences sociales. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion? Quelle teneur on peut lui donner? Quelle couleur? Comment est-ce qu'elle s'inscrit par rapport à d'autres notions? Qu'est-ce qu'elle apporte en termes de connaissances autour des systèmes alimentaires hybrides? Comment est-ce qu'elle apporte de la connaissance aussi sur la résilience des systèmes alimentaires? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les SIAM, on l'a vu, c'est aussi des outils de développement, c'est-à-dire c'est à un moment donné une notion qui va permettre d'accompagner le développement de systèmes hybrides, un peu nouveaux sur les territoires. Donc on a ces deux options. Ensuite, comment est-ce que les SIAM entrent en interrelation avec des recherches qui peuvent être conduites, par exemple en agronomie? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse très précise à faire à ça. On n'a pas vraiment travaillé cette question-là, ni comment est-ce qu'il rentre en interrelation avec des questions autour, par exemple, de la nutrition ou de la santé humaine. C'est des choses qui nous restent à développer. Il est clair qu'il y a une question, à mon avis, assez fondamentale, c'est le lien entre les SIAM et l'accessibilité à une alimentation de qualité à l'échelle des territoires. Voilà. Et c'est certainement celle qu'on va le plus essayer de développer quand on aura fini, quand on aura déjà publié un petit peu sur la notion de SIAM d'un point de vue scientifique. Enfin, Mathieu, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est très complet. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions qui avaient été posées au fil de l'eau. N'hésitez pas, on a encore 5 minutes devant nous sans souci, donc s'il reste des questions ou des réactions, on peut en prendre encore quelques-unes. Je vous laisse le temps de réagir si besoin était. En tout cas, j'en profite également pour vous remercier tous de votre participation à ce webinaire, des échanges, des compléments dans le chat et de vos réactions.
qui nous permettent aussi d'enrichir, de s'enrichir mutuellement. Donc, un grand merci à tous. On a bien noté ceux qui souhaitaient poursuivre, aller un petit peu plus loin, notamment sur des sessions de jeux test. C'est peut-être d'ailleurs un item qu'on intégrerait à la formation. Voilà, ça nous permet aussi de mûrir un petit peu tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, des réactions a posteriori. Voilà. On est toujours disponible si besoin était. Un grand merci. Je pense qu'on a traité toutes les questions. Donc voilà, Carole et Mathieu, si vous aviez un mot de la fin, n'hésitez pas. Moi, je suis content de ce webinaire et de voir les questions qui nous sont posées. Et c'est aussi une façon pour nous de voir le transfert de tous ces travaux de recherche qu'on a pu faire à d'autres territoires, parce qu'on a fait, c'était de la recherche-action, donc on était avec des partenaires de terrain. Et si ça peut aussi être transféré ailleurs, dans d'autres régions, en Bourgogne ou au-delà, pour nous, c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on a fait. Donc voilà, d'un point de vue très personnel, je suis content de ces occasions-là et de ces opportunités qui peuvent s'ouvrir. Oui, moi de la même façon, je suis vraiment contente de voir cette notion prendre vie en fait, parce que voilà, c'est un des résultats de ce projet de recherche, qui était un projet de recherche-action, que les acteurs s'approprient cette notion, qu'ils l'utilisent pour la faire vivre ou pour créer de nouvelles modalités d'action sur les territoires. Et donc, je suis très contente de voir cette notion prendre vie et sortir du cadre de la recherche. Je vous confirme, alors on l'a dit dans le chat, mais je vous confirme que le replay du webinaire sera disponible, qu'on vous transmettra le lien par mail et que vous recevrez également la présentation. Et oui, il y a du boulot, effectivement. Donc, il n'y a plus qu'à s'y atteler, chacun à notre niveau et collectivement aussi, quand on peut, c'est chouette, ça ouvre des possibilités de collaboration. C'est ça. C'est sûr que construire un SIAM, ça prend du temps. On l'a vu dans les projets qu'on a accompagnés. Ça prend du temps, ça prend plusieurs années en fait, parce que cette interconnaissance, elle est longue à établir et puis il faut construire de la confiance. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais c'est des beaux projets quand ils aboutissent. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'agriculteurs qui ont été impliqués dans des projets comme ça, c'est des projets porteurs de sens. C'est des projets porteurs de sens pour différents types d'acteurs. Et il y a un gros enjeu à créer ces coordinations entre les filières, entre les systèmes alimentaires, entre les circuits de distribution et aussi entre les territoires. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important. Un grand merci. Si jamais il y a 2-3 questions, n'hésitez pas sur la fin. Voilà, on peut rester encore connecté 5 minutes. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, avec Carole, avec Mathieu, Caroline ou moi. Enfin, voilà, on reste à votre disposition. Si ce n'est pas dans les 5 minutes qui viennent, vous saurez malgré tout où nous trouver. Donc, n'hésitez pas. Ah, c'est important. Il y a des choses qui n'attendent pas et aller voir ses fournisseurs pour structurer ses approvisionnements, ça en fait partie. Donc à très bientôt, Stéphane, on espère en tout cas. Bonne continuation à tous. Merci Maude pour l'animation. Ouais, merci Maude pour l'animation. C'était chouette. De rien, je suis ravie. Merci à vous de votre participation. Merci à Isabelle qui est avec nous, mais qui a dégagé du temps dans des journées bien compliquées en ce moment. Donc voilà, j'en profite pour la remercier de vive voix, même a posteriori. Elle nous entendra sur le replay. Voilà, merci à tous les deux, Carole et Mathieu, pour cette préparation. À bientôt. À bientôt, bon appétit à tous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.